Donc, bonjour et bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Je suis Mathieu Lambert et je suis accompagné de Maxime Frémaux et de Rémi Dutch. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important pour tout compétiteur, pour tout coureur FFC qui pratique beaucoup et qui va courir peut-être beaucoup dans la saison. Certains coureurs vont enchaîner jusqu'à 60 jours de course. Donc on va parler aujourd'hui de la gestion de la période compétitive. Voilà, la saison a sûrement commencé pour vous, hein. On est donc au début du mois d'avril, si vous avez peut-être commencé au mois de mars, voire au mois de février. La saison est encore longue et on va donc parler aujourd'hui de comment gérer cette période. Et déjà, on va commencer par parler de la gestion de la semaine d'entraînement qu'on va essayer de courir tous les week-ends. Je sais pas, Rémi, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi, comment tu gères ça? Alors c'est un sujet qui est assez large, hein, qui est très important parce que alors moi je me souviens en STAPS notamment, on apprenait les cycles d'entraînement, les cycles de développement, et en fait on se rend compte sur le terrain et en parlant avec beaucoup d'entraîneurs, c'est pour tout le monde un peu pareil. Une fois qu'on arrive dans la période des compétitions, c'est quand même complètement différent et on va mettre beaucoup de concepts théoriques de côté. Et donc, pour bien gérer une la période de compétition, il y a plusieurs choses. Évidemment, pour moi, la première, c'est déjà de définir un calendrier de compétition qui soit cohérent et qui permette malgré tout d'avoir des moments où on ne court pas. Pour moi, et je pense que là, beaucoup d'entraîneurs, encore une fois, seraient d'accord avec moi, pour dire que c'est presque une aberration de courir tous les week-ends, et en tout cas que ça entrave clairement au bout d'un moment la progression et donc la performance. Et après, pour aller un peu plus loin, donc première chose, c'est limiter le calendrier des compétitions. Et après, quand on est sur des blocs de compétition, voilà, moi j'aime bien avoir enchaîné les blocs de compétition, c'est-à-dire je préfère avoir une période de 2 mois, par exemple, condensée avec beaucoup de compétitions et derrière avoir une période assez importante de récupération ou une période pour pouvoir s'entraîner. C'est pas toujours évident avec les calendriers FFC, mais ça serait mon idéal. Et après, une fois qu'on est dans ces périodes condensées de compétition, moi, ce que j'aime bien, c'est la semaine type, c'est avoir des semaines type pour le coureur, parce que ça permet quelque part de diminuer le niveau de stress en dehors des compétitions et de pouvoir enchaîner les compétitions, disons, assez facilement et de pouvoir progresser en fait de compétition en compétition. Donc moi, le concept de semaine type, la semaine type pour la décrire rapidement, pour moi, c'est une semaine qui va se répéter, on va dire, dans un schéma type avec, par exemple, la longue sortie toujours le même jour, une séance d'intensité toujours le même jour et la compétition généralement toujours le week-end. Donc voilà comment, en introduction et pour résumer rapidement, je vais généralement gérer les périodes compétitives. Et donc là, je passe la parole à Maxime et ça m'intéresse de savoir comment lui gère ce côté-là. Non, mais je te rejoins complètement sur tout ce que tu as dit. C'est sûr que quand tu es en STAPS, on te dit, voilà, les blocs, les cycles, il faut les organiser comme ça, comme ça, comme ça. Sauf que quand on se rend compte sur le terrain et que les courses sont tous les dimanches, organiser un bloc en prenant en compte les temps de récupération, les contraintes, du coureur, et ben, au final, on n'est pas forcément capable de mettre les blocs en place comme c'est facile en STAPS, on va dire. Et c'est là où on se rend compte que, bah, en fait, on est obligé de pas «bricoler» entre guillemets, mais essayer de trouver quelque chose qui fonctionne pour que l'athlète puisse progresser, continuer à progresser, puisse récupérer, l'enchaînement des compétitions. Et c'est là où c'est très, très complexe en fait de se dire, voilà, il veut se préparer un objectif. Comment on fait en sachant qu'il veut préparer il veut courir tous les week-ends et qu'il a peut-être que 3 jours de dispo dans la semaine? Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est est-ce qu'il court à fond? Est-ce qu'il court en sachant que la semaine a été dure ou compliquée et que les sensations peuvent être, on va dire mauvaises? Et c'est voilà, c'est complexe en fait. Et ça dépend vraiment en fait en fonction de ce que le coureur veut et souhaite. Est-ce qu'il souhaite être performant chaque week-end? Ou est-ce qu'en fait il souhaite être performant sur des week-ends ciblés ou des périodes ciblées et que du coup les autres compétitions, bah, peu importe le résultat, il cherche à progresser? Voilà, c'est un peu 2 manières de travailler du coup et d'orienter la semaine d'entraînement type. Ouais, moi je me posais la question si du coup on pouvait pas avoir du coup des compétitions peut-être qui servent d'entraînement au final. Peut-être si on a vraiment envie de courir tous les week-ends, peut-être donc on a peut-être aussi pas forcément le choix. Je pense qu'à certaines, en tout cas à partir d'un certain niveau, peut-être en élite, des fois on n'a pas forcément le choix non plus. On a voilà un accord à respecter peut-être avec l'équipe qui souhaite qu'on soit présent sur les courses.
et on peut pas forcément leur dire: «Oh bah non, moi je vais m'entraîner, je peux pas courir». Donc dans ce cas-là, est-ce que dans l'entraînement, on peut essayer de planifier ces courses-là comme au final des entraînements? Peut-être qu'au niveau de l'équipe, il va être, voilà, son rôle, ça va être voilà, de faire la course entre guillemets, de rouler, voilà, il fait son travail et puis après au final ça lui a fait une séance d'entraînement plus qu'une course en fait. Moi, enfin, oui, je pense que clairement, à un moment donné, il faut savoir cibler ses courses, avoir des courses où on va viser vraiment une performance personnelle, des courses où on va plus se mettre au service de l'équipe, où on va être plus là aussi pour s'entraîner, pour progresser. Après, malgré tout, enfin, j'ai l'impression que quand on est compétiteur, on va avoir du mal, par exemple, à rester entre guillemets dans les roues. En plus, par exemple, enfin voilà, on sait qu'au niveau élite, on a du mal à lire des fois les scénarios de course et que ça peut être une course qui est censée être facile peut vite devenir difficile pour X raisons. Et donc, moi, personnellement, j'essaye quand même d'aborder chaque course. Alors, pas, je demande pas au coureur d'être à 100% de ses moyens à chaque course, clairement, pas du tout. Mais par contre, je vais prendre, en tout cas dans ma tête en tant qu'entraîneur, je vais imaginer chaque course comme un moment où le corps va dépenser 100% de son énergie et voilà. Donc moi, c'est plutôt dans cette optique-là que j'imagine les compétitions et presque chaque compétition, même si je suis encore une fois d'accord sur le fait qu'on peut pas être à fond tout le temps et concentré à 100% sur chaque compétition. Et comment tu gères du coup, l'intensité entre les courses, quand tu es dans un bloc de compétition? Comment tu gères ça? Alors l'intensité entre les courses, et bon, évidemment, ça va dépendre de la course aussi qui s'est déroulée donc le week-end passé ou la semaine passée. Mais en général, moi, je vais respecter dans tous les cas, on va dire, en dehors de la compétition, 1 à 2 séances difficiles maximum. Donc en fait, je vais faire en sorte que le coureur, après sa compétition, puisse avoir un vrai temps de récupération. Il va retrouver tous ses moyens. Ça, pour moi, c'est important. Et ensuite, généralement avant la compétition, sauf exception, il va y avoir une petite période où le coureur va récupérer pour être, on va dire, à 90%, 100% de ses moyens le jour de la compétition. Donc, il reste pas beaucoup de temps finalement pour travailler. Donc, au final, il va me rester généralement une séance d'intensité dans la semaine. Et en tout cas, je vais essayer de ne pas surcharger l'organisme en intensité parce que quand on est sur les compétitions en parallèle, on peut vite dériver dans du surmenage et une fatigue qui deviendrait problématique à moyen terme. Est-ce que tu adaptes aussi en fonction des coureurs, de leur ressenti, comment ils récupèrent? Est-ce que c'est se fait par un échange avec le coureur ou tu as des moyens de suivre un petit peu, voilà, tu regardes, je sais pas, la variabilité de la fréquence cardiaque ou des indicateurs qui te disent qu'il est prêt pour remettre de l'intensité après une course? Ou là encore, tu suis ta semaine type et de toute façon, tu as prévu de mettre une intensité, mettons tous les jeudis et de toute façon, ça sera tous les jeudis comme ça? Non, non, absolument pas. Évidemment que je vais prendre en compte la fatigue du coureur. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important pour bien gérer une période de compétition et un enchaînement de compétition. C'est vraiment entre guillemets, de surfer sur la forme. C'est-à-dire, pour moi, quand il y a alerte rouge sur le niveau de fatigue ou même orange, ben, tout de suite, le but, ça va être de faire diminuer cette fatigue parce que si on est pris dans un engrenage où on a une accumulation de fatigue et qu'on a un trop plein de fatigue, à un moment donné, ça va être trop compliqué avec l'enchaînement des compétitions de le faire redescendre. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je vais regarder des indices là, pour le coup, assez simples, mais ça va être les sensations du coureur, les performances du coureur, sa fréquence cardiaque max que je vais regarder beaucoup, sa fréquence cardiaque à l'effort, et à partir de ces indices-là, je vais en déduire s'il est fatigué ou s'il n'est pas fatigué. Et s'il n'est pas fatigué, il va généralement suivre un type de semaine, en tout cas sa semaine d'entraînement comme c'était prévu. Par contre, s'il y a une suspicion d'une fatigue anormale qui se serait installée, là, tout de suite, je mets moins d'intensité, je mets tout de suite aussi moins de volume pour qu'il puisse y avoir une récupération quasiment complète, voire 2 jours de repos. Voilà, je me prive pas des micro-coupures non plus pour gérer ce niveau de fatigue. Et comment tu fais aussi, à l'inverse, un coureur qui est en super forme, il passe les courses très bien, dans la semaine, il est vraiment bien, il a envie d'en remettre, comment tu gères alors que c'est une période compétitive?
Est-ce que tu essaies de le canaliser, tu te dis vraiment on récupère et voilà, on récupère et on se pose pas de questions là-dessus, ou est-ce que tu en profites peut-être pour remettre un peu de charge à ce moment-là, pour essayer d'aller chercher encore un petit peu plus loin au niveau de la forme? Non, quand le coureur est en forme et qu'il a envie d'en remettre, justement, ça va être aussi là très important, à mon avis, de savoir le freiner parce que ça, c'est un piège dans lequel on peut souvent tomber, je trouve. Maxime, tu diras ce que tu en penses aussi avec ton expérience. Tu as peut-être une expérience différente ou la même que moi, mais on peut vite tomber justement dans ce piège où on va se dire on peut faire mieux, donc on va faire mieux, et parfois le mieux est l'ennemi du bien. Et je trouve que quand on est en forme, il faut savoir aussi juste en profiter, et puis la forme peut-être peut progresser encore, mais si on force un peu trop les choses, on a de grandes chances de se tromper finalement, pour moi. Non, mais c'est clair, c'est le problème de la séance de trop. C'est de se dire: «Bon, bah, voilà, je suis en forme, je me sens bien. Bon, bah, je vais remettre une petite séance, ça sera toujours ça de prix». C'est toujours ça de prix, c'est toujours ça de prix, sauf qu'au bout d'un moment, le prix peut, passer côté négatif, quoi. Du coup, d'être en forme, surcharge d'entraînement, chercher à récupérer, donc du coup, après, on rentre un peu dans le cercle vicieux de: «Ah, bah, j'arrive plus à avoir de la condition, je vais en remettre, je vais encore en remettre», et et c'est là où après notre rôle, c'est plutôt de freiner, et je pense que c'est essentiel aussi dans les semaines types et qu'on enchaîne les courses, c'est d'avoir quand même assez de récup pour récupérer des efforts de la semaine, du week-end, je veux dire, plus ensuite récupérer déjà les efforts de la semaine. Si on a un coureur élite ou un coureur professionnel où il passe clairement la plupart de son temps à s'entraîner. Gérer la récupération, c'est largement facile, mais par contre, quand c'est un athlète qui travaille ou qui est encore, un étudiant comme au lycée ou quelque chose comme ça, il faut prendre en compte ses volumes d'entraînement, ses volumes de cours, ensuite du temps pour, peut-être les devoirs et cetera. Donc du coup, en fait, ça fait des semaines qui sont assez chargées, donc il y a tout ça à prendre en compte, et plus on se rapproche, par exemple, en période d'examen, plus le stress mental va influencer un peu l'état de forme. Alors oui, le coureur n'augmente pas son volume d'entraînement, mais par contre, il ressent une fatigue un peu plus importante. Donc du coup, c'est à nous derrière d'ajuster comme on peut, et les échanges sont vachement importants. On n'est pas forcément dans la tête du coureur, donc c'est en posant des questions, en échangeant avec le coureur qu'on comprend un petit peu s'il ressent une fatigue et cetera. Nous, s'il nous dit pas qu'il est en période d'examen, on peut pas forcément deviner que dès la semaine prochaine, il va passer des examens qui sont importants pour la suite de sa scolarité, et que du coup, le soir, il passe plus de temps à réviser. Et ça peut influencer un état de forme, alors qu'au final, en termes de volume, il peut suivre une semaine qui est type, qui fonctionne depuis des mois et elle fonctionne très bien. Il a pas plus de forme, plus de fatigue, mais à côté de ça, il peut partir dans une spirale plutôt négative. Je trouve que c'est hyper important là ce que tu dis Maxime. On est finalement, j'ai l'impression toujours dans la gestion du niveau de fatigue, une fois qu'on est dans la période compétitive, que c'est quelque chose de clé. Et effectivement, la fatigue, ce n'est pas que la charge d'entraînement sur le vélo. Et c'est vrai que et ça, tu as complètement raison d'insister là-dessus. Mais que ce qui se passe à côté, le stress à côté est extrêmement important à gérer. Et j'ai envie de dire d'autant plus en compétition parce qu'à mon sens, à la compétition, c'est toujours un stress pour le coureur. C'est toujours une implication mentale qui est très importante. Et parfois, ça peut être aussi des voyages qui sont importants quand on est au niveau élite ou au niveau professionnel. Et donc, tout ça, au niveau nerveux, ça compte énormément et ça compte dans le niveau de fatigue accumulé. Ouais, mais du coup, moi, j'aurais tendance quand je planifie, en tout cas, sur aussi, voilà, un coureur qui a un petit peu la chance de gérer son calendrier un peu comme il veut, d'avoir du coup des périodes de charge d'entraînement avec des périodes alternées avec des périodes de compétition. On va peut-être essayer pendant, je sais pas ce que vous en pensez, mais 2, 3 semaines, en essayant de courir tous les week-ends sur ces semaines-là, voire un peu plus, si c'est une période où il y a aussi des courses dans la semaine. Et puis, bah, du coup, quand sur cette période compétitive, au final, on va presque diviser le volume d'entraînement peut-être par deux, ou un peu moins. Si voilà, un coureur sur la période de charge, il va pouvoir s'entraîner peut-être plus de 15 heures. Et sur la période où il enchaîne les compétitions, au final, entre les compétitions, il va faire très peu d'endurance et on va se retrouver entre 7, 12 heures d'entraînement sur cette période-là et sur les 2, 3 semaines. Et dès que cette période compétitive elle est terminée, donc il a passé peut-être 3 semaines à une dizaine d'heures d'entraînement, on repart sur un cycle de 2 à 3 semaines où là on augmente la charge, le volume, pour ensuite enchaîner sur un autre bloc de compétition ensuite, quoi. Je sais pas. Et c'est un peu le modèle, en fait, si on regarde, les leaders dans les équipes pro, c'est exactement un peu ce modèle-là qu'ils font, de prendre le temps de récupérer après leur bloc, bien travailler à l'entraînement pour ensuite être compétitif sur les courses ciblées. Alors, ça moi, de mon côté, quand je suis sorti de cours, bah, j'avais limite dans l'idée, c'est peut-être le côté français aussi qui fait ça, c'est que
faut que les mecs ils courent. Voilà, la saison est partie, tout le monde doit courir tous les week-ends. Et aujourd'hui, j'ai plus tendance à dire non, mais c'est pas grave, tu peux louper un week-end de course. Au contraire, on peut peut-être travailler, on peut mettre 2 bonnes séances en place qui vont être efficaces que d'aller courir à une course qui est peut-être à 3 heures de route de chez toi, 3 heures de route pour y aller, 2 heures de course, 3 heures de route pour rentrer. Le dimanche, en termes de fatigue, il est extrême. Le samedi, du coup, tu fais une faible séance parce qu'il y a course le lendemain. Le lundi qui est consacré, on va dire, plutôt soit au repos, soit une petite sortie décontraction. Au final, si tu fais ton week-end chez toi, je pense que ton week-end sera plus efficace en termes d'entraînement et peut te faire progresser, alors qu'un week-end aller courir, il peut être néfaste. Du coup, c'est un peu complexe, mais ouais, maintenant j'ai plutôt tendance à dire, bah non, en fait, s'il n'y a pas de course, c'est pas forcément un mal c'est plutôt un mal pour un bien. Bah, moi, je vois aussi la gestion aussi des risques qu'on prend. Typiquement en course, quand même, le niveau de risque est bien plus élevé qu'à l'entraînement. Si on n'est pas un fou furieux à l'entraînement, on a quand même peu de risques de chute, par exemple, comparé à une course où bon, bah, c'est fréquent et ça fait partie de la course, ça fait partie du vélo, c'est comme ça. Et donc, on se retrouve à, au final, prendre des risques des fois à courir beaucoup avant une période voilà, où on n'est pas forcément, on est censé, on a voilà, des objectifs qui sont plus loin, on aurait peut-être plus intérêt à travailler. En plus, on va aller faire une course où ça se trouve, on va prendre le risque de tomber, puis on va peut-être perdre une semaine ou deux parce que bah, on a une douleur au genou, parce que voilà, on met du temps à s'en remettre. Et donc au final, je pense voilà, il y a ce côté-là, risque, bénéfice-risque à gérer aussi en fonction de chaque course et en fonction à l'échelle même du calendrier en entier, quoi. Le seul avantage de la course, entre guillemets, c'est que au niveau performance, mentalement, je pense qu'un coureur est capable de mettre beaucoup plus en course qu'à l'entraînement. Le côté tolérance à la douleur, voilà, tu fais faire des exos, souvent la dernière série, un exo au seuil qui est dur, le coureur va avoir tendance à se coucher parce que mentalement, bah, ça fait mal aux jambes, ça fait 2 ou 3 séries où c'est déjà difficile et là, il insiste et mentalement, il décroche, on va dire, alors qu'en compétition, s'il est dans la roue pour prendre la bonne et se dire: «Bah, voilà, dans 10 bornes, je peux jouer la gagne», je pense que le mal de jambe, il essaye de l'oublier, il fait tout pour tenir les roues et ensuite aller jouer la gagne. Alors qu'à l'entraînement, il se serait déjà rassis sur la selle depuis un petit moment, il aurait dit: «Ah, c'était trop dur, la dernière série, je l'ai pas faite». Ah mais ça, c'est sûr et certain. Enfin, moi, je le vois qui, voilà, qui suis encore coureur hein, actuellement. Ouais, il y a quand même un monde entre la charge qu'on peut se mettre et l'intensité qu'on peut se mettre sur une course élite et l'intensité qu'on peut faire sur un entraînement. C'est quand même vachement différent. Et du coup, c'est là qu'on voit, bah, si on s'inspire un petit peu de ce qui peut se faire chez les professionnels, on voit beaucoup de coureurs quand ils n'ont pas de course et qu'ils ont envie d'en simuler un petit peu, faire du derrière scooter et faire des séances ou peut-être aussi avec d'autres coureurs. Ça, je pense, si on est dans un endroit où on a un petit groupe d'entraînement, on peut essayer de se stimuler avec d'autres coureurs pour essayer de simuler ça justement et pas toujours avoir s'entraîner seul, où bah, c'est forcément un peu plus dur d'aller chercher une grosse fatigue et d'aller chercher le maximum, quoi. Bon, je vais appuyer ce que vous êtes en train de dire, mais c'est vrai que la compétition, c'est un super entraînement. Donc le but, c'est pas de dénigrer entre guillemets la compétition. Et là, je reviens aussi sur ce que tu disais, Mathieu. Par contre, enfin, il y a deux problématiques pour moi. C'est la compétition, d'un côté, c'est extrêmement bien pour progresser et c'est certainement le meilleur entraînement pour se faire. Par contre, courir trop, ça devient extrêmement problématique pour la forme. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Et toi, Mathieu, tu parlais de 3 à 4 semaines de compétition et après repartir sur un bloc. Moi, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Moi, j'irais sur des blocs de compétition, effectivement, de 3 4 jusqu'à 8 semaines. Après, je pense qu'une fois qu'on dépasse 8 semaines de compétition avec des semaines types, donc une récurrence dans la charge d'entraînement, finalement, les adaptations, on les aura faites et on va plus en retirer grand-chose et on va peut-être même plus en retirer une lassitude. Donc moi, concrètement, mon conseil, c'est au-delà de 8 semaines, peut-être tirer jusqu'à 10 semaines de compétition, mais ça devient déjà beaucoup. Mais après, vraiment faire en sorte de pouvoir repartir sur un autre bloc avec de la récupération et un temps de travail. Après, dans les calendriers fédéraux et par rapport aux contraintes des clubs, parfois c'est compliqué, mais vraiment, j'invite les entraîneurs et les directeurs sportifs et les coureurs à vraiment agir dans ce sens-là. Ouais, bah moi en tout cas des échos que j'ai de ce qui se passe dans certaines équipes, c'est quelque chose qui se prend de plus en plus en compte, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau élite, de plus en plus
d'entraîneurs ou de directeurs sportifs vont essayer de gérer ça en fonction des coureurs et de planifier la saison en fonction des coureurs et que chacun en fait ait une saison un petit peu plus planifiée. C'est quelque chose qui se fait déjà depuis très longtemps dans les équipes professionnelles étrangères où chaque coureur a déjà dès le début de saison limite son calendrier pour toute l'année, alors qu'en France, traditionnellement, on appelle le coureur la semaine d'avant, quoi. Donc ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et comment tu vois, toi, justement, quand on enchaîne la période de course, c'est systématique de faire une petite coupure derrière, de faire une petite phase de récupération? Alors moi, dans mon modèle idéal, mais encore une fois, le modèle idéal, il est compliqué à mettre en place en période de compétition, mais ça serait d'avoir une période effectivement dédiée à la compétition. Si on est chez des professionnels, les courses à étapes, c'est vraiment parfait pour ça, mais chez les amateurs, courir voilà, chaque week-end pendant une certaine période, et après, généralement, récupérer, et après remettre de la charge, et après recourir. Donc 3 étapes, la compétition, la récupération, retravailler, et après on peut réenchaîner sur des compétitions. Après, la récupération, elle peut se faire effectivement par des micro-coupures. Je trouve que c'est assez intéressant de se reposer quelques jours, ne serait-ce que mentalement, parce qu'à la différence d'autres sports, il y a quand même dans le vélo, et j'en parlais avec certains coureurs, dont des professionnels, il y a une implication nerveuse qui est quand même pas la même quand on roule en peloton, avec les descentes, avec les conditions météorologiques. Et à un moment donné, de ne pas sortir le vélo tous les jours et de prendre des vrais jours de repos et des périodes de repos pour aussi mentalement couper, je pense que c'est assez intéressant. Après, ça peut se gérer différemment. Ça peut se gérer aussi, ça dépend vraiment des cultures, ça dépend des coureurs. Mais moi, la période de récupération, je suis plutôt pour les micro-coupures, mais encore une fois, ça dépend. Là, on peut rouler aussi tout en récupérant, ça existe et c'est pas un problème. Ouais, et ça, la coupure, la micro-coupure, elle est vachement intéressante pour le côté, vraiment, comme tu dis, psychologique, nerveuse. Parce qu'on va dire un athlète élite ou professionnel, c'est un peu comme un chef de son entreprise. Il doit gérer les contraintes que, bon, bah, voilà, son équipe lui prend les billets d'avion. Voilà, tu dois partir samedi prochain à telle heure. Donc lui, il faut qu'il gère qui l'emmène, qui le ramène. Est-ce qu'il laisse sa voiture là-bas? Il part. Il doit gérer s'il a une femme, des enfants, tout ça à gérer un petit peu en amont. Il rentre, bah, du coup, il se retrouve avec les problèmes du quotidien, plus rouler. Donc voilà, c'est compliqué et du coup, se dire: «Bon voilà, ça fait 1 mois et demi que je suis parti, j'enchaîne les courses, ça fait sur 1 mois et demi, j'ai passé 10 jours à la maison». Se dire: «Bon bah voilà, tu as 4 jours ou 4-5 jours». En 4-5 jours, on perd pas sa condition physique, loin de là, mais à côté de ça, de se dire: «Tu as 4-5 jours, souffle et pense pas au vélo, pense pas à toutes ces contraintes que tu as là. Dans 4 jours, tu y repenseras, mais prends le temps de te poser et de te reposer pour dans 4 jours, tu attaques et voilà, c'est reparti pour, jusqu'au prochain bloc de récup». Ouais, et il y a plusieurs visions aussi là-dessus. Comment vous gérez ces petites micro-coupures dans la saison? Est-ce qu'elles sont planifiées à l'avance ou est-ce que on les planifie un peu voilà, quand le besoin se fait ressentir? Moi, j'aurais tendance à choisir la deuxième approche plutôt que d'essayer d'être visionnaire et de planifier un peu aussi les moments de récupération. Et puis voilà, quand le coureur le ressent et que ça se cale plutôt bien dans le calendrier, moi, c'est à ce moment-là que j'hésite pas à passer une coupure, mais je l'ai pas forcément planifié en amont, quoi. Voilà. Pour ma part, ça va dépendre des circonstances, mais je pense malgré tout que c'est important de planifier la récupération, tout simplement parce que si on la planifie pas, après on peut se retrouver face à un mur et se dire ah bah là le coureur est fatigué, puis finalement il y a des compétitions qu'on peut pas décaler ou qu'on peut pas enlever. Donc c'est pour cette raison-là que je préconise de planifier le repos. Donc pour finalement être sûr que le coureur aura des moments pour vraiment se reposer. Par contre, c'est vrai que dans un monde idéal, où si on peut le faire, parce que des fois on peut le faire, mais c'est plutôt de s'adapter au niveau de fatigue. Donc c'est trouver le bon compromis. Moi, je suis plutôt pour planifier les choses à l'avance à ce niveau-là, au niveau de la récupération et du repos, et après adapter vraiment aux besoins du coureur selon son niveau de fatigue actuel et aussi les contraintes extérieures qui vont s'appliquer au coureur. Et de mon côté, en fait, je suis un petit peu entre vous 2. Sur mon Excel, sur ma planification, j'essaye de me dire: «Bon, bah, voilà, là, il va y avoir un gros enchaînement, on place la micro coupure». Mais en fait, ça se peut que dans cet enchaînement-là, le coureur ait besoin de repos. Donc du coup, bah, voilà, je décale la coupure de quelques jours. Il y a pas de problème pour ça. Il faut vraiment être adaptatif et une planif n'est pas ancrée dans le marbre. Surtout une planif, voilà, où il y a énormément de compétitions qui rentrent en jeu. Donc du coup,
Oui, la planif, c'est bien, on l'a fait début janvier, admettons, on l'a fait jusqu'au mois de mai. Ah, c'est super bien, le coureur n'a pas de méforme, il n'a pas de pépin physique. Alors qu'au contraire, à force d'enchaîner, il peut avoir un pépin physique, peut-être une grippe ou un rhume qui va traîner, du coup, ce qui fait que les conditions vont baisser. Mais autant qu'il se pose 3-4 jours maintenant, bien récupérer, ensuite bien repartir, que de vouloir continuer à enchaîner et d'être à court de forme. Et au lieu de mettre 15 jours pour récupérer, il va mettre 3 semaines, un mois, et le reste de la saison ou une partie de la saison va, va être néfaste, alors qu'au final, il aurait pris 3-4 jours. Ça aurait pu être beaucoup mieux derrière ensuite. Mais c'est ça, en fait, j'ai pas forcément précisé. Moi, comment je le vois, c'est que au final, ces périodes de récupération, je les ai dans ma tête quand je planifie, mais même je les note généralement. Mais le coureur est pas forcément au courant de ça. Et puis, bah, au fil du temps, pendant la saison, je me rends compte, enfin, quand on va arriver à ce moment-là, c'est à ce moment-là que je prends un peu une décision en discutant avec le coureur et je regarde un peu comment lui se sent, comment les semaines précédentes se sont passées, qu'est-ce qui arrive dans les semaines suivantes. Est-ce que bah, finalement, cette semaine de repos, est-ce que je la décale à plus tard ou est-ce que je la fais quand même voilà, au final, j'ai quand même déjà une trame dans ma tête, mais ouais. Ouais, c'est clairement ça, tu vois, par exemple, en VTT, si tu regardes un VTTiste et qu'il fait les Coupes de France, il y en a 4 ou 5 dans l'année, il y a des moments, elles sont très rapprochées, donc du coup, tu n'as pas forcément le temps je crois, il y a des moments, tu as 3 ou 4 semaines entre les deux, donc du coup, tu te dis, bah, si tu coupes, vaut mieux peut-être enchaîner si la fatigue est là, si la forme est là, pardon. Mais en revanche, si après, entre 2 Coupes de France, tu as 8 ou 9 semaines, bah là, je me dis dans ma tête, bon, la première semaine après la Coupe de France ou 2 semaines après, on peut placer quelques jours de repos pour ensuite repartir en disant, bon, voilà, à partir de maintenant, les séances vont remonter, les semaines vont remonter en intensité au fur et à mesure jusqu'à la prochaine compétition, et ce qui permet de dire aux coureurs, bon, voilà, c'est dur, mais tu sais pourquoi c'est dur, parce qu'il y a la course qui arrive. Ouais, pour conclure sur la planification de la fatigue, enfin, c'est toujours la même problématique un peu, c'est trouver le bon compromis entre, à mon sens, hein, mais entre la planification et puis la réalité des choses. Et on sait très bien finalement, et ça c'est quelque chose qui aussi pour moi est important, mais on sait très bien que la planification, elle se passe quasiment jamais comme prévu. Donc on va tirer des plans sur la comète. C'est important quand même, malgré tout, pour pouvoir se projeter, pour que le coureur peut-être puisse se projeter et que l'entraîneur, en tout cas, puisse se projeter. Mais après, dans les faits, on va être toujours confronté à des imprévus et il faut être complètement prêt à toujours revoir sa planification. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important si on veut être un entraîneur efficace. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour en revenir un peu à la thématique de la semaine type, au final, j'ai peut-être pas forcément une semaine type, mais j'ai plusieurs semaines type en fonction, en fait, du niveau de fatigue du coureur, du ressenti. Bah oui, il peut peut-être rouler le même nombre d'heures dans la semaine, mais par contre, ça me dérange pas de faire sauter les intensités. Parce que s'il se trouve un petit peu fatigué, et cetera, bah, vaut mieux qu'il aille faire peut-être 1 heure et demie, 2 heures de vélo tranquille, sans se prendre la tête, et réenchaîner sur le dimanche s'il y a course. Et qu'inversement, de vouloir remettre des intensités, en fait, il va pas récupérer complètement, et on arrive sur le dimanche avec, une compétition avec un état de fatigue déjà un petit peu avancé. Donc du coup, je préfère qu'il saute une séance, hein. C'est pas parce qu'on saute une séance d'intensité dans la semaine que la forme va complètement chuter, au contraire. Elle peut faire la forme peut remonter grâce à cette impasse. Ouais, c'est ça. Moi, dans la période compétitive, je préfère faire une séance de moins qu'une séance de trop. Clairement, au moindre doute, c'est plutôt, je préfère enlever une séance qu'en rajouter. Ouais, c'est cette thématique de la séance de trop, séance de moins, c'est un peu compliqué à faire comprendre au coureur, surtout quand il a moins de dispo que d'autres coureurs. Et en fait, il va sur ce travail, il se dit: «Ah mais lui il roule. Ah bah ouais, mais regarde, il est encore devant ce week-end. Ah bah j'ai pas le choix, il faut que j'aille rouler». C'est un petit peu, Hmm. celui qui a la plus grosse, on va dire. Mais c'est clairement ça, en fait, de se dire: «Ah mais eux ils roulent, moi je roule pas. Bon bah du coup je comprends pourquoi j'ai pas de résultat». Et un peu de se forcer à y aller, à y aller, y aller, et c'est compliqué. C'est un peu comme, quand on fait rouler en endurance et on se rend compte que le coureur, bah oui, il se dit: «Il faut que je roule à 32 de moyenne». Donc du coup, il fait plus de tempo que d'endurance. À la fin de sa semaine, il a très peu passé de temps en endurance. C'est pas efficace. Et bah là, c'est un petit peu pareil, en fait, en se disant: «Bon, bah voilà, c'est pas parce que tu roules pas que tu progresses pas. Au contraire». Et effectivement, hein, je pense qu'on voit, enfin, en tout cas, une fois que la saison est lancée, ça peut arriver en début d'année d'être contre-performant parce qu'on est sous-entraîné. Mais une fois que la période de compétition est lancée, pour moi, ça n'arrive quasiment jamais d'avoir des coureurs contre-performants parce qu'ils sont sous-entraînés. Par contre, l'inverse est beaucoup plus vrai. On voit souvent des coureurs contre-performants parce qu'ils sont surentraînés. Donc finalement, le surentraînement est beaucoup plus souvent la cause de la contre-performance que le sous-entraînement.
Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et tu reparlais de la semaine type, Maxime, et j'en profite pour rebondir là-dessus. Mais moi, pour gérer justement le niveau de fatigue et les compétitions, j'utilise, enfin, il y a 2 choses qui me tiennent particulièrement à cœur. C'est, comme tu l'as dit Maxime, réduire les intensités et en fait, quand on commence à être fatigué, les réduire vraiment, voire les enlever. La première chose finalement qui va sauter dans l'entraînement quand il y a de la fatigue, pour moi, ce sont les intensités. Et après, et on va dire que ça, c'est via mon expérience, j'ai l'impression que le fait de rouler vraiment tranquille, donc faire de beaucoup d'endurance, alors ça peut être du I1, I2, mais des fois vraiment axer son endurance vers des intensités très faibles, donc plutôt vers du I1, ça permet clairement d'enchaîner les courses. Et à un moment donné, la problématique qui va se poser avec un enchaînement de courses, c'est si justement, entre ces compétitions-là, on va remettre soit des intensités ou rouler, comme tu l'as dit aussi, trop vite en endurance. Et à l'inverse, par contre, si on met un peu le pied sur la pédale de frein entre les compétitions, on peut aller très loin dans l'enchaînement des compétitions. Mmh. Ouais, mais tu vois, d'un point de vue physiologique, moi je trouve que ça se tient vraiment parce que il me semble que c'est une des études que tu avais présentées dans ton webinaire sur la périodisation, les modèles de périodisation. On voit une étude de Seiler qui étudie la réponse du système nerveux autonome aux différentes intensités d'entraînement et que bah, tout ce qui est entraînement sous le premier seuil permet de restaurer l'équilibre du système nerveux autonome et donc permet en final cette récupération comparée aux séances très intenses qui vont continuer un peu à solliciter le système nerveux, la branche sympathique, donc qui est plutôt sur ce qui est excitation et plutôt au contraire de ce qui est récupération. Et donc, si on veut, enfin moi en tout cas, c'est pour ça que je trouve ça très cohérent, en tout cas, dès qu'on ressent une certaine fatigue, de faire sauter les séances d'intensité qui risqueront plus de nous enfoncer qu'autre chose, alors que les séances d'endurance, elles permettent de restaurer cet équilibre et puis au final, d'assimiler cette fatigue et d'en ressortir au moins pas, pas moins en forme que ce qu'on était avant et peut-être même plus en forme si ça nous a permis de récupérer, quoi. Non, mais c'est clairement ça. Là, je peux prendre l'exemple, tu vois, chez nous, il fait très beau. Hier, il y avait 19 degrés. J'ai un cou non, avant-hier, il faisait 19 degrés. J'ai un coureur qui avait une séance d'endurance, séance du mercredi, la séance type, hein, le mercredi égale endurance égale sortie longue. Il faisait super beau, il est rentré avec 5 heures et comme je lui ai bien expliqué l'intérêt, en fait, de rouler en endurance vraiment plutôt bas, comme ça permet d'enchaîner et cetera. Je me dis, c'est l'exemple concret de se dire, voilà, il aurait roulé plutôt en zone 2 haute, voire tempo, d'avoir rajouté 1 heure et demie en plus, ça n'aurait pas le même impact que là, comme l'impact qu'il a rajouté d'avoir fait qu'1 heure de plus à zone 2 basse, quoi. Parce que du coup, en termes de fatigue physiologique, et cetera, c'est juste 1 heure en plus en «endurance» entre guillemets, mais du coup, avec la répartition des intensités, bah, il se serait peut-être un peu plus limé que là, il a été plus un peu plus cool, voilà, c'est une séance facile, mais en termes de récup, ça changera pas grand-chose sur sa semaine. Il a profité, il faisait beau, moralement, il était content, physiquement, mais de se dire si tu remets un peu plus d'intensité où tu roules, allez, peut-être 20 ou 30 watts au-dessus, bah, tu flirtes avec une limite où tu consommes plus de glucides, tu joues un peu plus avec la physio et derrière l'impact est complètement différent. Mmh. Ouais, mais c'est sûr. Mais même si, quoi qu'il arrive, si on veut en rajouter un petit peu ou en tout cas, la plupart du temps, moi, quand je durcis les semaines, je joue principalement sur le volume parce que c'est ce qui c'est ce qui, pour moi, est le plus intéressant et ce qui a le moins de risque, en tout cas, de mener au surentraînement ou en tout cas à la fatigue. Si l'intensité, elle est bien gérée, elle est bien monitorée, qu'on sait que ça se passe bien, voilà, en dessous du premier seuil, qu'on est principalement, sur les graisses, qu'on va pas aller essayer de se surépuiser plutôt que de rajouter, au niveau de rajouter des intensités typiquement, c'est bien plus risqué pour un bénéfice, qui est probablement pas si élevé que ça, quoi. Et là, on a beaucoup parlé justement de comment gérer le niveau de fatigue et comment ne pas se retrouver en surfatigue durant la période compétitive. Mais je voulais savoir aussi comment vous gérez les périodes de développement et s'il y a encore des périodes de développement durant la période compétitive. Enfin voilà, si parfois vous êtes capable de remettre des blocs d'entraînement pour une nouvelle fois ressolliciter certaines qualités chez le coureur. Bah, c'est comme on disait en début de podcast, hein, c'est compliqué. En fait, tout dépend aussi en fonction des disponibilités du coureur. S'il a que 2 séances dans sa semaine, voilà, c'est compliqué de vouloir mettre des blocs pour le faire progresser. Après moi, tu vois, j'essaye toujours de regarder un peu
voilà, par rapport au profil de puissance record, ce qu'on peut aller chercher et ce qu'il est capable d'aller chercher pour essayer de le faire progresser, sachant que les courses, bon voilà, peuvent le faire progresser, mais derrière des exos bien précis, bien ciblés peuvent essayer de faire passer un petit cap. Mais c'est compliqué en mettant, admettons, qu'une séance de PMA par semaine. Si on fait un petit rappel d'intensité à PMA, on va pas chercher à progresser. On sait que c'est l'enchaînement d'une thématique qui peut permettre d'apporter des gains. Donc du coup, ça dépend vraiment en fonction des disponibilités du coureur, des temps de récup qu'il a. Si on peut se permettre d'enchaîner en disant, bon voilà, surtout si la période, s'il est en forme, si, admettons, il est en vacances, voilà, on est full dispo. Bon, voilà, on peut se permettre d'essayer des choses et de faire un petit bloc peut-être sur 15 jours. Mais à côté de ça, s'il a que 2 séances dans sa semaine de dispo pour aller rouler un mercredi après-midi et un jeudi, bah, ça va être compliqué de remettre un bloc en place pour essayer de le faire progresser. Mmh. Ouais, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Moi, en tout cas, dans les coureurs que j'entraîne, si j'ai un coureur qui a peu de disponibilité dans la semaine ou en tout cas, il sera limité, quoi qu'il arrive, il y aura une limite haute à son volume d'entraînement, à ce qu'il va pouvoir tolérer parce que il est étudiant, parce qu'il travaille à côté. Et voilà, mettons, dépasser 10 heures d'entraînement par semaine, ça ne sera pas possible. Et qu'en plus, c'est un coureur qui a encore une assez grosse marge de progression et qui voilà, progresse continuellement. Dans ce cas-là, moi, je peux me permettre de le faire courir presque tous les week-ends parce que bah, je sais que je ne vais pas pouvoir faire des cycles vraiment de développement où il va pouvoir dépasser les 10 heures, où il va pouvoir faire un peu plus de volume, aller chercher des semaines difficiles parce que, bah, vu ses contraintes, il ne va pas pouvoir le tolérer ou il ne va pas pouvoir le faire ou même c'est pas forcément ce qu'il souhaite aussi parce que, bah, il n'a pas envie de passer plus de temps que ça sur le vélo. Et donc dans ce cas-là, lui, tant qu'il continue à progresser, même en enchaînant les compétitions et avec une seule séance d'intensité aussi en plus dans la semaine, voilà, il y a certains coureurs pour qui ça suffit parce que voilà, ils sont encore relativement, jeunes dans le vélo ou parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'années de compétition derrière eux. Dans ce cas-là, bah, moi je m'embête pas trop et puis on continue à courir tous les week-ends. Ça fait aussi beaucoup d'expérience quand on n'a pas beaucoup, d'années d'expérience de compétition. Bah, mine de rien, voilà, on expérimente encore beaucoup. Chaque course, on apprend quelque chose, quoi. Donc, dans ce cas-là, c'est intéressant. Et ce que je fais, c'est que bah, j'hésite pas quand même régulièrement, enfin, en tout cas, peut-être tous les un mois et demi, d'avoir un week-end off qui permet quand même de récupérer un petit peu mentalement, de pas, voilà, de pas avoir à penser à un week-end de course parce que bon, on a vite quand même tendance à rentrer aussi dans la routine, à courir tous les week-ends, à être un petit peu, voilà, l'impression que tous les week-ends se ressemblent, donc ça fait du bien de se changer un petit peu les idées. Mais sinon, après, ça repart directement sur un autre cycle de compétition. Et puis, tant que ça progresse, tant que tout se passe bien et que le coureur prend de l'expérience, et ben, je continue comme ça, quoi. Et tu vois, et par exemple, pour les jeunes ou les étudiants, j'utilise, leurs vacances scolaires, en fait. Dès qu'ils sont en vacances, je sais que ça peut être 15 jours où on peut monter en charge. Donc c'est sûr, quand tu regardes, les courbes de charge, que ça soit Foster ou les TSS de Kogan, bah, on c'est pas conventionnel, en fait. C'est sûr qu'il y a pas de progressivité, pas une progressivité entre guillemets, aussi fluide que si tu montes en charge semaine par semaine. Là, on peut passer d'une semaine un peu un enchaînement de semaines assez facile et d'un seul coup, on triple ou quadruple la charge parce qu'en fait, c'est sûr, il passe de 3 séances de vélo dans la semaine à 5 ou 6. Donc mais voilà, j'essaye de mettre à profit ces vacances-là. Ils ont du temps pour rouler, peut-être faire du bi-quotidien, on va dire des semaines choc. Et c'est le fait de profiter, de remettre en place peut-être sur 15 jours, retravailler un peu la PMA, retravailler du fond, sachant que, ils en font une fois dans la semaine, bah, là, ils ont un peu plus de temps pour aller rouler, donc peut-être deux trois fois accompagné des petits rappels, de force max et cetera. Mais vraiment profiter ils ont 15 jours de full dispo, donc vraiment essayer d'utiliser ça pour, aller rechercher encore des petits gains, pour repartir pour 5 ou 6 semaines, de compétition avant les prochaines vacances. Mmh, mmh. Ouais, bah, carrément, c'est comme ça que je fais. Et pour ces coureurs-là, bah, au final, ils vont avoir un volume. Je préfère qu'ils aient un volume assez stable. En tout cas, si on regarde toutes les semaines, il n'y a pas forcément une progression avec une semaine qui, voilà, petit à petit, on rajoute une heure, on rajoute une heure, on rajoute une heure. Je préfère avoir un volume stable parce que je sais qu'ils ont 10 heures d'entraînement dans la semaine et que, bah, ils pourront pas forcément faire plus. Dans ce cas-là, je préfère qu'ils fassent 10 heures toutes les semaines, parce que sur le long terme, je pense que c'est ça qui est plus rentable plutôt que, bah, si je me dis: «De toute façon, on peut pas dépasser 10 heures». Alors si je veux avoir de la progression, faut qu'il fasse 7, 8, 9, 10. Au final, si tu regardes la moyenne du mois, il a fait 7 heures d'entraînement, enfin 8 heures d'entraînement, alors que s'il a fait que 10 heures toutes les semaines, je pense que ça sera plus rentable qu'il fasse 10 heures toutes les semaines. Et dans ce cas-là, pour durcir un peu les semaines, ça se joue sur le contenu des séances, quoi. Mais je pense il faut pas avoir peur, effectivement, d'aller vers de la récurrence de charge. Enfin, en théorie, en tout cas, on apprend souvent qu'il faut augmenter la charge toutes les semaines pour avoir des adaptations. Mais en réalité, le corps,
Voilà, si on est sur un cycle, par exemple, de 10 semaines, avec des semaines qui vont se ressembler et être exactement les mêmes, si on a un coureur relativement neuf dans le vélo, ou même si on a simplement encore une marge de progression, on va l'exploiter sur les 10 semaines. Enfin, il faut pas croire, à mon sens, que au bout de 3 semaines pareil, finalement, le corps aura suffisamment appris pour ne plus s'adapter. Personnellement, en tout cas, c'est mon point de vue, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça, et je pense que les adaptations, elles vont aussi se faire sur le long terme. Alors, des fois, il va y avoir une grosse progression d'un coup, et après, plutôt un plateau, mais qui va dériver vers quelque chose de positif. Mais pour moi, tant qu'on progresse, et là, je crois que je sais plus si c'est Mathieu ou Maxime qui parlait de ça, mais pour moi, tant qu'on progresse, encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien, et je pense qu'il faut savoir se contenter, entre guillemets, d'une faible progression, mais régulière, qui va nous amener beaucoup plus loin que de chercher systématiquement à choquer l'organisme et à avoir des progressions plus risquées, et qui finalement pourraient nous entraîner aussi potentiellement vers le surentraînement. Ouais, c'est exactement ça, je suis d'accord. Moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas, et je pense un des plus gros facteurs d'évolution de l'athlète sur le très long terme, voire sur le moyen terme, ça va être le volume d'entraînement qu'il va faire si on regarde sur une saison. Typiquement, je pense que on devrait chercher à maximiser ça et à avoir une progression là par contre, je pense, sur les différentes années au niveau du volume d'entraînement. Et voilà, ça passe pas forcément par une progressivité de semaine en semaine. Peut-être que ça sera un volume qui va être constant sur 80% des semaines de l'année, parce que c'est ces contraintes qui veulent un petit peu ça. Mais voilà, je vais essayer de penser à ce développement long terme. Et voilà, généralement, ce qui fait quand même très bien progresser, c'est d'augmenter d'année en année un petit peu le volume. Et tant que c'est possible, ça fonctionne bien. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, en fait, il peut avoir que 10 heures d'entraînement, mais il faut aussi qu'il soit capable d'encaisser ces 10 heures chaque semaine. On peut lui faire des semaines complètement hard et avoir fait que 10 heures de vélo, et la semaine d'après, il est en difficulté et alors qu'il a fait, entre guillemets, que 10 heures. Alors vraiment, c'est un des points essentiels, en fait. C'est OK, on a un volume d'entraînement qui est limité, mais c'est être capable d'encaisser, de reproduire semaine par semaine. Parce qu'au final, voilà, c'est ça, c'est 10 heures de vélo, c'est pas grand-chose. Mais ça peut être beaucoup aussi, en fonction de l'intensité qu'on met en place, des exos, des compétitions. Donc du coup, c'est être capable de se dire, bon, voilà, la semaine prochaine, je repars sur mes 10 heures et je ne suis pas plus fatigué que la semaine d'avant. Et voilà. Et après, ça permet, on peut mettre en place des comptes de plus en plus difficiles. Et pourtant, le volume varie très peu. C'est pas parce qu'il va passer une fois 11 heures, parce qu'il a allongé un peu les sorties, que ça va être n'importe quoi. Au contraire. Mais il faut être capable d'encaisser. C'est sûr que je dis pas, il arrive, le coureur passe première catégorie, il passe de rouler 10 heures à l'année d'après, il a terminé les cours, il se donne une année sabbatique pour essayer de performer dans le vélo. Bah, d'enquiller 15 ou 20 heures de vélo par semaine, c'est différent de 10 heures. Donc, du coup, il y a vraiment une montée en charge progressive, déjà passer étape par étape, qui puisse enquiller et reproduire les semaines. Et une fois qu'on arrive un peu sur ce plateau, voilà, c'est d'être capable de faire ça chaque semaine. Mm. Mais c'est ça. Moi, je préfère que, encore une fois, si je regarde la progression long terme et ce qui se passe d'une année sur l'autre, je préfère accumuler les bonnes semaines plutôt que d'essayer de faire une semaine un peu risquée où on va essayer d'aller un petit peu plus loin que d'habitude pour un coureur qui a pas beaucoup d'années d'expérience derrière lui et qui, au final, il aura peut-être du mal à récupérer de ça et il va faire peut-être 2, 3 semaines pas très bonnes derrière. Je préfère encore une fois rester sur un volume constant parce que sur le long terme, c'est ce qui le fait progresser, plutôt que d'essayer voilà, trop surcharger. Et vu que voilà, il n'a pas forcément beaucoup d'années d'entraînement derrière lui, il mettra un peu plus de temps à récupérer. Au final, c'est un petit peu des techniques avancées, j'ai envie de dire, qu'il y a, comme on en a déjà parlé, je sais plus, mais sur les blocs, par exemple, périodisation en bloc, on peut faire peut-être un bloc un peu choc comme ça, avec soit sur du gros volume, soit sur beaucoup d'intensité. Moi, j'ai encore jamais expérimenté ça, mais je crois que Rémi a un petit peu d'expérience là-dessus. On va essayer de faire une semaine avec 4-5 séances d'intensité. Est-ce que ça, pour moi, je le réserverais plutôt pour les personnes plutôt avancées, quoi. Non, clairement, c'est en tout cas quand on regarde les études, c'est quelque chose qui est très intéressant pour progresser, qui peut faire passer des sacrés caps. Donc, quand on va condenser ces séances d'intensité sur une seule semaine, au lieu de les répartir sur un bloc entier de 4 semaines, par exemple. Mais concrètement, effectivement, pour moi, ça doit être réservé vraiment à des coureurs de très haut niveau, donc élite, voire professionnel,
parce qu'on va chercher finalement une déstabilisation assez extrême de l'organisme. Et à mon sens, quand on est sur des publics débutants ou même confirmés simplement, j'ai envie de dire, il y a pas la nécessité d'aller déstabiliser à ce point l'organisme pour chercher une progression. Et à l'inverse, on va prendre avec ce type de bloc malgré tout des gros risques sur le surmenage. Et encore une fois, quand on s'inscrit sur le long terme, et moi je préfère largement un entraînement qui s'inscrit sur le long terme. Pour moi, c'est pas forcément une méthode sur laquelle je vais aller naturellement. Je vais la réserver encore une fois pour des publics de haut niveau et seulement si l'opportunité se présente dans le calendrier des compétitions et de l'entraînement. Non, de toute façon, c'est une tendance qui ressort depuis un petit moment. C'est qu'on va dire, quelqu'un qui a pas beaucoup de volume d'entraînement ou un débutant, le fait de lui mettre un entraînement bien calibré et progressif va forcément amener des résultats probants. Ça, c'est facile, hein. On prend un débutant, on lui fait un test FTP, un test 20 minutes, on l'entraîne 3 mois, c'est quasi sûr qu'on a gagné des watts et on peut se dire: «Voilà, on l'a fait progresser de 20, 30, 40, 50 watts». Par contre, un athlète élite ou un athlète qui a une certaine, expérience d'entraînement ou un certain passif, bah, lui faire gagner déjà 20 watts sur un test de 20 minutes, bah, c'est compliqué. Donc du coup, c'est là où derrière, les semaines choc ou les entraînements choc vont être importants, mais faut jauger ça et de manière, un peu plus réfléchie. Alors qu'avec un athlète qui a moins d'entraînement, on va dire les résultats, rien qu'en mettant des petites séances en place, on va se dire: «Bah, tiens, il progresse». Alors qu'un athlète, de haut niveau, bah, là, il faut avoir un peu de la gymnastique, cérébrale pour se dire: «Qu'est-ce que je peux mettre en place pour le changer un peu de ses habitudes, le pousser dans ses retranchements?» et de se dire sortir de la routine pour stresser à fond l'organisme et derrière récupérer et obtenir ces résultats. J'ai vu récemment une étude qui comparait ce qu'ils appelaient les meilleures pratiques selon la polarisation de l'entraînement, donc un entraînement plutôt classique, et qui était comparé à un entraînement par bloc. Et pour le coup, il me semble que c'était chez un public très entraîné. Et finalement, quand on appliquait bien les bases de l'entraînement selon un modèle polarisé, on retrouvait la même progression comparativement à un entraînement par bloc. Donc, pour moi, je prends cet exemple pour dire et pour insister là-dessus que pour moi, les bases de l'entraînement, c'est vraiment ce qui est le plus important et il n'est pas nécessaire souvent d'aller chercher des choses un peu plus complexes ou un peu plus farfelues même pour faire progresser. Et encore une fois, c'est sur le long terme que ça va se jouer, c'est sur généralement les basiques que ça se joue si un coureur est performant ou n'est pas performant. Et là, même pour rebondir sur ce que tu disais, Maxime, chez un public de haut niveau, je me suis rendu compte, moi, alors avec certains professionnels, que finalement, ça jouait aussi là-dessus et que quand on respectait pas les basiques et quand on essayait de jouer à l'apprenti sorcier, même avec un public de très très haut niveau, finalement, ça ne marchait pas vraiment et que lorsqu'on appliquait très bien, voire extrêmement bien, en tout cas quand on mettait beaucoup d'énergie à bien appliquer les bases de l'entraînement, tout simplement, ben, finalement, ça donnait, pour moi, c'est là que j'ai pu voir les meilleurs résultats, y compris donc avec des athlètes plutôt de très haut niveau. Et du coup, comment tu gères avec un coureur qui aurait envie un petit peu d'exotisme, justement, peut-être parce que bah, voilà, ça fait longtemps qu'il s'entraîne et que les bases, entre guillemets, il se dit qu'il les a et que c'est bon, quoi. Il lui faut, justement, qu'il est dans son esprit, il pense uniquement à ce que voilà, il lui faut du choc, il lui faut des trucs un petit peu hard pour aller chercher la progression et même voilà, d'essayer d'inventer un peu des trucs, des fois, avec maintenant voilà, des stages en altitude, avec peut-être de la chaleur, avec peut-être voilà, accumuler comme ça les stress pour essayer de passer un cap, alors qu'au final, bah, des fois, il aurait plus intérêt à continuer à travailler sur les bases et puis il progressera tout autant en prenant beaucoup moins de risques, quoi. Bah là, comment je le gère, ça va dépendre forcément du cas que j'ai en face de moi, donc il y a toujours un cas particulier. Mais là, je vais citer Frédéric Grapp, mais qui nous disait, et je suis tout à fait d'accord avec lui, que il faut apporter de la nouveauté dans l'entraînement, mais il faut l'apporter par petites touches. Et ce qui va être le plus important pour moi, ça va être d'avoir une continuité dans la charge d'entraînement et dans les stimuli d'entraînement donc tout au long des années que le coureur va passer à s'entraîner. Et par contre, chaque année, on va pouvoir peut-être rajouter une ou deux choses. Par exemple, ça peut être de l'altitude. À un moment donné, on va se dire, bah, tiens, cette année, ce coureur-là, il va pouvoir tester l'altitude. Par contre, quand on va amener ce type de nouveauté, il va falloir vraiment le faire de la bonne manière, c'est-à-dire avoir les personnes compétentes, ressources pour mettre ça en place,
avoir le calendrier de compétition et d'entraînement qui va s'adapter par exemple, à ce stage en altitude. Enfin voilà, ça va être toute une gymnastique qui va devoir être menée. Et au final, pour moi, chaque nouveauté, donc on peut et on doit amener de la nouveauté dans l'entraînement, mais ça doit être fait par petites touches et on doit être sûr de soi quand on fait ça. Et encore une fois, il faut pas jouer aux apprentis sorciers. Moi, j'ai déjà vu ça et malheureusement, ça n'avait, ça n'a jamais marché. Et si on prend l'exemple d'un stage en altitude, il y a plusieurs études qui montrent que les effets ne sont pas forcément les mêmes pour un groupe d'athlètes. Donc c'est là où c'est important, c'est d'y aller, on va pas dire comme avec un microscope, mais en fait de savoir que qu'est-ce que l'altitude va amener à mon coureur et sous combien de temps les effets vont être positifs ou voilà, c'est compliqué en fait de se dire voilà, tu pars 10 jours, c'est sûr ça va te faire passer un cap. Au contraire, ça peut lui faire passer un cap, mais un mauvais cap. Et derrière, il va mettre du temps à récupérer parce qu'il en a trop fait pendant ce stage-là. Euh, c'est un peu une discussion qu'on avait eue avec Rémi, un de ses coureurs l'année dernière qui était en stage. Et Rémi me disait, bah lui, en fait, tu vois, toujours sous les 10 jours, il est un petit peu. Il cherche la condition et en fait, au bout de 10 jours, ça y est, ça passe. Et d'autres coureurs vont faire leur stage en altitude, ils redescendent et 3 jours après, ils performent. Je vois un Wout van Aert, il va en altitude. 2 jours après, il redescend, il a pris l'avion, il performe. Alors lui, est-ce qu'il est capable d'enquiller stage en altitude et de redescendre à altitude zéro et de performer, alors que d'autres, en fait, il leur faut ces quelques jours d'acclimatation au niveau de la mer. Et voilà, c'est compliqué aussi de te dire, et je pense que c'est avec l'expérience, et de te dire, voilà, on a fait un stage une fois, c'est prendre des notes, peut-être prendre différentes notes, regarder les métriques, essayer de comprendre un peu comment la tête l'a ressenti, faire un deuxième stage pour voir, et voir si c'est positif, si c'est encore dans ce même sens-là, si ça va dans notre sens. Donc voilà, c'est l'entraînement, c'est de l'individualisation, progressivité, et on en reste aux bases, comme on dit depuis tout à l'heure. Ouais. Moi, j'aurais une question aussi qu'on a brièvement abordée, mais j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu plus en détail. C'est comment on gère une contre-performance et toi, tu parlais voilà, de gérer, de suivre des métriques, de prendre des notes et tout. Comment vous gérez ça? Moi, j'aurais tendance voilà, à essayer de comprendre ce qui s'est passé, de me poser pas mal de questions voilà, pour essayer de trouver des solutions, en tout cas d'essayer de comprendre et de s'adapter en conséquence derrière et pas forcément de passer des fois trop vite sur cette contre-performance en se disant bon bah c'était une contre-performance, tant pis. Mais j'ai essayé vraiment de se poser des questions. Je sais pas comment vous l'abordez vous avec vos coureurs. Moi, généralement, pour gérer cette problématique, ben, la première chose, effectivement, c'est de récolter assez d'informations pour, d'une part, déjà la détecter, cette contre-performance, enfin, détecter si, par exemple, le coureur n'est pas performant sur une course, est-ce que c'est physique ou est-ce que c'est tactique, est-ce que c'est technique? Donc, ça va être différentes choses, mais dans le cadre d'une contre-performance physique. Donc là, on peut très bien le voir, enfin je l'ai déjà dit, mais contre-performance, la fréquence cardiaque, etc. Le RPE aussi. Et dans ce cas-là, et comme toi, je pense que c'est important de pas passer rapidement dessus, de pas se dire bah, ce n'est qu'une contre-performance et le week-end prochain ça ira mieux. Je pense qu'il faut comprendre les choses et quand finalement la courbe de la performance ne suit pas celle qu'on espérait, la courbe qu'on espérait, bah, finalement, il faut agir à l'entraînement pour essayer de changer les choses. Et pour moi, la première chose à faire, c'est généralement de récupérer. Voir si enfin, évidemment, on peut avoir plusieurs solutions qui s'offrent à nous, y compris de travailler plus, mais généralement, pour moi, la meilleure solution, la première, ça reste de bien récupérer. Et après, il faut continuer à creuser et il faut voir ce qui se passe. Ça peut être si la contre-performance perdure, généralement, je vais proposer à un moment donné une micro-coupure, voire une coupure. Ça solutionne beaucoup de choses. Donc, si les contre-performances s'accumulent sur 2-3 semaines, par exemple. Et après, il y a bien sûr le fait d'aller creuser du côté du médical aussi, parce que ça peut arriver. Et donc, ça, c'est important d'avoir toujours, on va dire, alors ça peut être mal perçu dans le vélo, mais un bon docteur près de chez soi pour vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe dans l'organisme. Et ça peut être des fois un virus qui passe ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, pour moi, la récupération, voire le repos, c'est souvent la meilleure solution pour gérer une contre-performance. Ouais, de toute façon, tu as bien résumé. C'est l'élément clé déjà de la contre-performance, c'est de la définir. Est-ce que parce qu'il fait pas le résultat escompté, c'est une contre-performance, il n'est pas dans la bonne échappée. Est-ce que c'est une contre-performance? C'est plutôt une erreur, on va dire peut-être technique ou tactique, alors que les watts peuvent être là. Et inversement, il peut être le meilleur de la course, se retrouver devant et se faire avoir quand même.
Donc du coup, il y a tout ça à prendre en compte. Faut regarder, moi je regarde un peu les puissances maintenues, je regarde l'effet de la fréquence cardiaque, j'échange. Quand j'ai un doute et que je me dis: «Le coureur, on est en forme», rien ne vaut qu'un petit test à l'entraînement dissimulé. En fait, tu lui montres que, bah, les watts, il les a sortis ou il bat ses records. Et là, tu te dis: «Bon, bah, voilà, la forme, elle est plutôt là. Il est quand même capable de sortir au moins les records, précédents ou il améliore ses records». Donc là, on est quand même sur un état de forme, présent. Et inversement, s'il a du mal à sortir les watts et cetera, là, on peut se dire: «Bon, bah, voilà, peut-être qu'il a pas eu assez de récupération, peut-être qu'on a voulu trop en faire», parce que lui, derrière, il te dit qu'il est pas fatigué. Donc tu te dis: «Bon, bah, voilà, il te dit qu'il est en forme». Toujours essayer d'aller chercher le petit exo en plus pour se dire: «Voilà, c'est un problème, pas forcément en communication, mais peut-être que le coureur, à des moments, il se dit qu'il est en forme, il est en forme, il est en forme et il a peut-être pas assez de recul en se disant: "Bah non, en fait, je commence à être bien, mais pas trop"». Et toi, derrière, bah, avec le peu de métriques que tu as, moi, je fais pas de suivi de HRV, mais est-ce que du coup, avec un HRV, on serait capable de se dire: «Voilà, là, c'est la ligne limite à pas franchir». Voilà, c'est ça, essayer de définir la contre-performance, analyser pour mieux repartir ensuite. Je pense enfin, je sais pas pour vous, mais je pense on peut conclure là-dessus peut-être. Ouais, je pense qu'on a pas mal résumé, cette thématique. Du coup, de toute façon, on pourrait en dire encore des heures et des heures, mais ça reste toujours autour de la même chose, c'est que l'entraînement, il faut garder en tête progressivité, bien répartir les intensités. C'est les bases, hein, c'est ce qu'on apprend et ça, c'est les bases, de l'entraînement. Et ensuite derrière, voilà, il y a pas de recette miracle, hein. Il faut essayer toujours d'accompagner, d'essayer de comprendre comment la tête fonctionne pour l'amener dans les meilleures dispositions pour ses objectifs. Et s'il y a objectif ou si c'est plutôt courir, voilà, essayer de trouver des solutions pour qu'il puisse enchaîner, les compétitions sans avoir un niveau de fatigue trop important et d'être capable d'enchaîner. Ok, bah ouais, je vais conclure. Merci les gars. C'était un échange super intéressant. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à aller sur notre blog. On a commencé à publier pas mal d'articles, on en a déjà publié 3. La semaine prochaine, le samedi 16, Rémi il va publier aussi un article sur l'organisation de la semaine d'entraînement. Il donnera des conseils pratiques. Donc ça sera, je pense, un article super intéressant et très pratique à utiliser. Si vous voulez pas le louper, vous pouvez vous abonner au club privé Cyclisme Performance pour être tenu au courant par mail de la sortie de nos articles, les nouveaux webinaires. Et puis aussi, donc, sur ce mois d'avril, ça va être la sortie de notre première formation en ligne. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Voilà, on va tous travailler là-dessus pour essayer de vous apporter un petit peu des connaissances en plus pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui ont envie de mettre voilà, plus de choses en pratique, qui sont vraiment voilà, qui ont à cœur en tout cas d'améliorer leur performance et d'aller chercher dans les détails. Voilà, on va commencer à travailler sur des formations en ligne. Donc la première sortira sur le mois d'avril. Donc voilà, si vous voulez pas la louper, Cyclisme Performance, tous les liens ils seront dans la description pour rejoindre le blog, s'abonner au club privé. Et puis voilà. Je vous remercie et puis on se retrouve donc le mois prochain si vous suivez nos podcasts. À bientôt.